Alors, la communication que je vous présente aujourd'hui porte sur l'avortement au cours des 19e et 20e siècles. Alors, sur l'histoire de l'avortement que je vais illustrer par un travail sur les nominations utilisées dans la presse écrite pour désigner les femmes avorteuses, mais aussi les femmes avortées. Alors, en tant que linguiste, comme l'a dit Carole, l'objectif général de mon travail, c'est d'étudier l'activité de nomination, et je travaille essentiellement sur la presse écrite. Alors là, j'ai travaillé sur le thème qui m'occupe ici, sur l'avortement au cours des 19e et 20e siècles. Donc, j'ai mis à jour les enjeux de cette activité dans la construction de l'information et dans la construction des représentations médiatiques des femmes protagonistes des différentes affaires donc d'avortement que j'ai retenues. Alors, la nomination, voilà. En nommant, nous identifions, nous caractérisons, mais nous ne nommons pas l'objet ou la personne pour ce qu'elle est, mais nous la nommons par rapport à la représentation que nous nous en faisons. Et Ciblot de dire, dans la mesure où nous pouvons désigner les choses pour elles-mêmes, que nous les nommons pour nous, ces nominations disent notre rapport aux choses et non les choses en elles-mêmes. Donc du coup, le journaliste dispose d'un ensemble de dénominations, de désignations, ce qu'on appelle un paradigme désignationnel, mais aussi de stratégies discursives qui lui permettent de traduire sa représentation d'une personne et l'identité médiatique qu'il va construire et qu'il va lui attribuer. Donc ces différents éléments linguistiques qui sont mobilisés par le journaliste vont du nom propre, des nominations sur lesquelles viennent se greffer, s'additionner d'autres formes qui, elles, sont liées au discours et qui sont liées au point de vue du locuteur. Donc c'est dans ces différentes formes que la subjectivité va s'exprimer. Donc moi j'ai travaillé sur 3 corpus d'articles d'information de plusieurs titres de presse écrite. Donc les 2 premiers corpus ont été réalisés grâce au site Rétronews de la BNF, la Bibliothèque nationale. Le dernier corpus, lui, a été constitué par recherche sur archives, donc soit auprès des titres eux-mêmes, soit à la bibliothèque. Alors, le 19e siècle, le 19e siècle, ça va être le siècle des grands changements. Alors, tout d'abord, au niveau pénal, puisque le début du 19e siècle hérite du Code pénal de 1791, qui, lui, est assez conciliant, puisque seul l'avorteur ou l'avorteuse est poursuivi et condamné. Il n'y a aucune peine pour les femmes avortées. Malheureusement, le Code pénal, on a parlé tout à l'heure de celui de 1804, moi je vais parler de celui de 1810, va mettre fin à cette indulgence en renforçant les condamnations, mais surtout en sanctionnant aussi les femmes avortées. Quiconque par aliment, breuvage, médicament, violence ou par tout autre moyen aura procuré l'avortement d'une femme enceinte sera puni de réclusion. La même peine sera prononcée contre la femme. Au niveau des idées aussi, on va avoir des changements avec des thèses néo-malthusiennes, héritières de la doctrine de Malthus, des thèses qui vont prôner l'usage des procédés anticonceptionnels afin de limiter les naissances, des thèses qui prônent la réduction de naissances dans le prolétariat pour réduire le nombre de bras sur le marché du travail et de ce fait renverser le rapport de force entre le travail et le capital. Des thèses aussi qui vont envisager la maternité comme une domination des hommes sur le corps des femmes. De l'autre, un mouvement nataliste, notamment à la fin du XIXe siècle, inquiet des tensions géopolitiques et puis surtout de l'expansion démographique de l'ennemi germanique. Donc l'avortement est alors un crime contre la femme, contre le fœtus, mais il devient aussi un crime contre la nation. On va avoir aussi un changement au niveau des méthodes, avec une médicalisation, avec des moyens mécaniques nouveaux, comme les sondes intra-utérines, par exemple, qui sont beaucoup plus efficaces que les décoctions de plantes qu'on prenait auparavant, et moins dangereux, surtout que le percement de la poche utérine, vous savez, les fameuses aiguilles. Au niveau de l'avortement aussi, parce que l'avortement va se substituer petit à petit à l'infanticide, et il devient aussi un moyen de limitation des naissances, parce que l'avortement ne va plus toucher essentiellement les femmes célibataires, mais l'avortement va aussi toucher les femmes mariées. Un tiers des avortés environ sont déjà des femmes mariées. Et puis surtout, l'avortement va se propager dans toutes les couches sociales de la société. Alors c'est dans ce contexte que va s'ouvrir devant la cour d'assises de Paris en 1891 un procès monstre, l'affaire des Batignolles, où il y aura 53 accusés. Alors dans ce procès, on reproche à un couple, Constance Thomas
et Abélard Fleury d'avoir pratiqué à eux deux plusieurs dizaines d'avortements. Alors, la presse ira jusqu'à donner le chiffre de 10 000 opérations. Bon, ce n'est pas tout à fait vérifié. Alors pour cette affaire, j'ai travaillé sur les archives de 6 titres de presse de sensibilité politique différentes, sur 5 jours. La Cocarde, La Nation, Le Petit Parisien, qui sont plutôt à gauche, mais bon, ça, on ne peut pas coller notre vision de la gauche et de la droite sur le 19e siècle. Ce n'est pas possible. Et puis La Lanterne, Le Figaro et le 19e siècle, qui sont peut-être plus, on va dire, plus conservateurs. Alors, dans tous ces journaux, de toute façon, il est clair que l'avortement reste un crime sans ambiguïté, quel que soit le titre. On a relevé coupable manœuvre, honteux métier, répugnante affaire, agence du crime, criminelle opération, criminelle industrie. C'est surtout sur les avorteurs et les avorteuses que vont se concentrer les attaques. Et les attaques des repopulateurs, ce sont ceux qui sont natalistes. Et c'est essentiellement contre eux que vont être demandées les condamnations les plus dures. Alors, moi, je me suis intéressée à l'avorteuse, Constance Thomas, qui est bien sûr appelée essentiellement par son nom propre, mais aussi par son prénom. Alors, Constance ou Clémence, ça, je n'ai pas compris pourquoi. Il y a un certain flou qu'on va retrouver aussi avec son nom et son prénom, mais elle est souvent et le plus souvent désignée dans les journaux par une détermination plus le nom, ce qui est courant à l'époque, et on va trouver la Thomas, la femme Thomas, la Thomas avec ou sans guillemets. On va trouver aussi des descriptions définies, seules ou combinées avec le nom propre, alors qui sont sur les thèmes du genre, par exemple la femme, en rapport avec son métier, si on peut appeler ça un métier, une avorteuse, la matrone, l'avorteuse de la place Clichy. Par rapport à sa relation avec l'autre accusé, Abélard Fleury, puisqu'elle était sa maîtresse et ensuite son ancienne maîtresse, il y a eu une petite brouille entre deux. On va aussi trouver des descriptions sur son statut dans l'affaire, c'est l'accusé. On va trouver aussi beaucoup de descriptions axiologiquement négatives, cette misérable, cette mégère, cette vilaine femme, une femelle aussi ignoble, y compris humoristique, sur une malthusienne sans le savoir. Et puis, on va trouver aussi, donc, dernier groupe, des surnoms. Donc, la faiseuse d'ange, bien sûr, ça, c'est toutes les avorteuses. Et la mort aux gosses. Alors, la mort aux gosses, vraiment, c'est elle qui est surnommée comme ceci, même, paraît-il, dans son quartier à l'époque. La mère l'aiguille aussi, toujours à cause des aiguilles à tricoter. Les descriptions de l'accusé sont en général à décharge, je l'ai dit tout à l'heure. Elles veulent donner une image très négative de l'avorteuse. Une femelle aussi ignoble. Elle donne exactement l'idée d'une de ces mégères du ruisseau auxquelles aucune sale besogne ne répugne. Et puis j'ai bien aimé celle du Petit Parisien. Elle a l'air sinistre d'une sorcière aveuglée par le grand jour. Alors je rappelle pour ceux qui étaient là il y a 3 ans, 4 ans, je ne sais même plus, les sorcières, souvent on les accusait d'avorter, de manger les enfants. Bon. On retrouve, vous voyez, au XIXe siècle, on retrouve encore ce parallèle entre sorcières et avorteuses. Alors, néanmoins, quand même, les journaux sont quand même assez honnêtes en disant que l'avorteuse peut faire preuve d'intelligence durant les interrogatoires, parce qu'en fin de compte, cette femme, elle n'est pas sotte. Elle fait preuve d'une réelle intelligence et elle a le verbe facile et elle est à son aise. Il faut dire qu'elle avait quand même certaines connaissances médicales qu'elle avait apprises chez son oncle. Alors, les femmes avortées, elles sont dans l'ensemble épargnées par la presse. Certains journaux n'hésitent pas à citer leurs noms, tandis que d'autres font le choix de ne pas les citer systématiquement. Alors, ça n'empêche qu'on relève donc du coup des noms propres, bien sûr, comme ici, Augustine Lemoy. On va aussi trouver des descriptions définies faisant état de leur état. Ce sont des avortées, des clientes opérées. La plupart des journaux, quand même, soulignent leur détresse. C'est ces femmes qui étaient dans le désespoir, ces malheureuses, des victimes. Et c'est encore plus accentué quand les femmes sont mortes de ces avortements. Donc là, dans ces cas-là, c'est des infortunées, des malheureuses filles, des victimes. Le mot est employé automatiquement.
La plupart des journaux insistent sur le fait que ces femmes ne sont pas des femmes... je vais trop vite. Insistent sur leur statut social par la désignation de leur métier qui est mis en avant. Des cuisinières, des couturières, des concierges, des femmes de ménage, des porteuses de pain. Alors j'aime bien toutes celles qui étaient plus riches d'amour que d'écus. On est bien... Bon, c'est simple, ce sont des petites gens qui sont ici mises en accusation. La plupart des journaux insistent quand même sur le fait que ces femmes ne sont pas des femmes de mauvaise vie. Ils tordent le cou à cette idée. D'ailleurs, il dit bien à peine une ou deux filles galantes. Mais la plupart de ces femmes, elles sont des femmes du peuple, tout simplement. Et d'ailleurs, il y a aussi des journaux qui trouvent des excuses à ces femmes en disant oui, l'une s'est livrée à ses manœuvres parce qu'elle avait peur d'une couche laborieuse, comme la première qui avait failli lui coûter la vie. L'autre, on craint la misère. Elles ont déjà des enfants, elles ont craint la misère. Et de conclure que beaucoup de ces malheureuses ont droit à la pitié. Mais curieusement aussi, le 19e siècle, qui est pourtant un journal assez conservateur, un républicain, le prévoit dès le début du procès qu'il y aura, on le prévoit, des acquittements en bloc, car la pitié l'emportera. Alors certains titres vont même jusqu'à aller plus loin en se posant des questions. Alors là, dans le petit dessin, c'est assez, je crois qu'on ne peut pas lire, mais vous étiez seul pour le tuer. Et elle répond, mais nous étions deux pour le faire. Et donc la première question, c'était le Figaro. Pourtant, le Figaro, on ne peut pas dire qu'il était vraiment de gauche, même à l'époque, assez conservateur. La police a-t-elle bien cherché la police? Elle se questionne sur l'origine de toutes ces femmes qui sont en fait des femmes de milieu très modeste. N'y a-t-il pas de femmes d'un rang un peu plus élevé? Et le 19e siècle qui se pose aussi cette question, mais où sont les hommes? Et j'aime bien les pères, où sont tous les pères inachevés? C'est assez joliment dit. Et se questionne aussi sur, mais où sont les maîtres? Encore une fois, la responsabilité des maîtres qui ne veulent pas que leurs domestiques aient des enfants. Je vais essayer d'aller très vite parce que je prends du temps. Alors, à la suite de ce procès, plusieurs propositions, tentatives de réforme auront lieu pour tenter de correctionnaliser l'avortement. Alors, non pas pour le rendre moins grave, au contraire, parce qu'il faut que soient appliquées des peines correctionnelles rendues par des juges et qui seront réellement prononcées. Parce que dans le procès dont on vient de parler, les Batignolles, la femme Constance Thomas a été condamnée à 12 ans de travaux forcés, mais toutes les femmes avortées ont été dans leur intégralité acquittées. Donc ça avait suscité la colère des repopulateurs qui avaient vu une jurisprudence de l'acquittement qui commençait à s'installer dans les prétoires. Donc ils veulent absolument qu'on correctionnalise l'avortement afin que les jugements soient rendus par des juges, et vraiment rendus. Donc, on a d'abord la loi du 31 juillet 1920 qui réprime la provocation à l'avortement, à la propagande anticonceptionnelle. Et ensuite, la loi du 27 mars 1923 qui définit l'avortement non plus comme un crime, mais comme un délit. Alors, on pourrait dire, c'est bien, c'est moins grave. Non, c'est beaucoup plus grave parce que ça va être jugé par des tribunaux correctionnels, par des juges. Je vais passer très vite. Dans les années 30, l'avortement est porté, essentiellement, le débat sur l'avortement est porté essentiellement par la gauche, avec cette question centrale, la libération de l'avortement est-il un combat dans la lutte des classes ou un combat pour les femmes, quelle que soit leur classe sociale? Je vais faire un grand bond, parce qu'autrement on n'aura pas le temps de finir, Daladier, 1939, qui crée le Haut Comité de la population, qui met au centre de ses préoccupations la famille. Donc sous le régime de Vichy, l'avortement n'est plus seulement un crime contre la vie, mais ça devient un crime social contre la famille, contre la nation et surtout contre la race. Septembre 1941 est instauré un tribunal d'État qui va juger notamment les affaires d'avortement, avec cette fois-ci à la clé des sanctions beaucoup plus lourdes pour les avorteurs et les avorteuses, puisque c'est 5 ans d'emprisonnement minimum et la peine de mort si l'accusé pratique l'avortement de manière habituelle et dans un but lucratif. Et malheureusement, c'est le cas de Marie-Louise Giraud. Vous la connaissez tous, une affaire de femme qui a mis en lumière cette histoire, qui sera dénoncée pour avoir pratiqué plus d'une vingtaine d'avortements.
Elle est arrêtée en octobre 42, elle passe en jugement en juin 43 et elle est exécutée en juillet 1943. Donc là, j'ai travaillé sur 5 journaux, sur 4 jours. Donc la Dépêche du Berry, Le Progrès de la Somme, La France socialiste, L'Action française, Paris Soir. Donc j'ai été restreinte par le nombre de titres, parce que bien sûr, sous l'occupation, il y en a beaucoup qui ne paraissent plus. Et puis je suis tombée aussi sur l'écueil de l'homogénéisation des commentaires sur cette même occupation et sous ce même régime de Vichy. Et puis il faut bien avouer que, en fait, l'affaire n'a pas fait beaucoup de bruit. Là, je ne sais pas si vous voyez, mais voilà, ici, c'est ici, c'est ce tout petit article qui raconte que Marie-Louise Giraud a été condamnée à mort pour avoir pratiqué des avortements. Donc, qu'est-ce que j'ai trouvé comme... Oh là là, l'avorteuse, c'est tout petit, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, son nom, toujours, Marie-Louise Giraud, de nom avec des descriptions définies. Elle est blanchisseuse à Cherbourg, nous l'apprendrons. Sa qualité, eh bien, c'est une avorteuse, c'est une condamnée, c'est une coupable, une criminelle. On est toujours dans ce registre. Et puis surtout, on insiste un petit peu sur le fait qu'elle menait une existence fort dissolue. Les femmes avortées, elles, sont très, très peu nommées. En fait, vous voyez, sur tous les articles, je n'ai eu que 1, 2, 3, 6 nominations, désignations de ces femmes avortées. Donc, on passe ça sous silence. Donc, bien sûr, vous vous rendez compte que les données relevées ne m'ont pas permis de porter l'analyse très, très loin. À la Libération, les lois de Vichy sont abrogées, les tribunaux d'État supprimés, mais le Code de la famille va rester en vigueur et c'est toujours l'article 317 du Code pénal qui va s'appliquer. Mais un autre combat, je pense que vous l'avez compris, est engagé à ce moment-là, c'est celui, j'ai été trop loin, c'est celui de la contraception. Alors je ne sais pas pourquoi ça ne s'apparaît pas, mais c'est pas grave. Puisque la logique est que si l'avortement a remplacé l'infanticide, eh bien la contraception devrait logiquement remplacer l'avortement. Parce que quand même, dans les années 60, on compte environ, on ne sait pas trop, mais 800 000 avortements clandestins, effectués le plus souvent par des personnes sans compétences médicales. Et le profil des avortées, elles sont souvent jeunes et le plus souvent mariées. C'est 2/3 des femmes avortées qui sont mariées. Bon, vous connaissez, on l'a dit tout à l'heure, décembre 1967, la loi sur la contraception est adoptée à l'Assemblée nationale. À partir des années 70, avec la création notamment du MLF, le mouvement de libération de la femme, va émerger l'idée d'une libéralisation du corps féminin et la demande de la libération de l'avortement. Parce qu'il faut dire qu'en 70, 22% des Français se disaient favorables à la libération de l'avortement. Ils sont 55% un an plus tard. 71, on l'a dit aussi tout à l'heure, on en a parlé, est publié sur le Nouvel Observateur le manifeste des 343 femmes reconnaissant avoir avorté. 1971-72, c'est aussi, on l'a dit, l'année où éclate l'affaire de Marie-Claire, je vais dire Marie-Claire pour l'instant, et le procès qui s'ensuivit, les procès, on peut dire, de Bobigny, puisque Marie-Claire est une jeune fille de 16 ans qui s'est fait avorter avec l'aide de sa mère après une relation sexuelle non consentie. Donc l'avocate Gisèle Halimi, que vous voyez ici à l'écran, qui est fondatrice par ailleurs du mouvement Choisir, qui lui est partisan pour l'avortement libre et gratuit, prend en charge la défense des accusés, de toutes les accusées, Marie-Claire, sa mère et les autres. Mais elle entend bien sûr faire de ces procès le procès des lois de 1920 et de 1923, toujours. Donc se repose à l'occasion de ces procès la même question sous-jacente. Le combat pour l'avortement est-il un combat de classe ou un combat pour toutes les femmes? Donc, le premier procès de Bobigny va se tenir en octobre 72, mais à huis clos, parce que Marie-Claire est mineure. Elle n'a que 16 ans, puis à l'époque, la majorité, c'était 21 ans, je le rappelle. Le deuxième procès aura lieu, lui, en novembre 1972, un mois plus tard. Donc là, j'ai travaillé sur 4 journaux de sensibilité politique différentes, l'Humanité, La Croix, Le Figaro et Le Monde. Alors, pour nommer la jeune avortée, nous relevons essentiellement son prénom, Marie-Claire,
enceinte à 15 ans et demi, Marie-Claire, la jeune Marie-Claire, la petite avortée de 16 ans. Alors, la plupart des médias prennent le parti de personnaliser cette affaire, de lui donner un nom, plutôt un prénom, Marie-Claire, comme l'Humanité, qui, dès sa première une du 11 octobre, met comme surtitre Marie-Claire sur chacun des articles ou sur chacune des manchettes de l'affaire. Dans la plupart des articles, d'ailleurs, la jeune fille sera désignée par son prénom, d'abord parce qu'elle est mineure, on n'a pas le droit de citer son nom de famille, mais aussi parce que l'utilisation du prénom permet une intimité. Le lecteur se sent plus proche du personnage. Donc l'affaire a vraiment été personnalisée, l'affaire est devenue l'affaire Marie-Claire et le prénom est devenu un symbole. Alors, dans les autres journaux, on va trouver cette personnalisation, mais parfois avec plus de distance, et notamment dans le titre du Monde. C'est assez curieux. L'affaire restera toujours l'affaire de Bobigny. On va trouver aussi des descriptions définies avec sa qualité, une jeune fille, l'écolière, cette adolescente. On insiste bien sur son âge, elle est très jeune. Et puis aussi sur sa qualité dans l'affaire, elle est convaincue d'avortement, poursuivie pour avortement, jugée pour avortement. Bien que l'affaire soit une affaire d'avortement, l'avorteuse ne fait pas vraiment l'objet d'articles. Elle est même très rarement citée, parce qu'en fait, c'était aussi le choix de Gisèle Halimi de faire de ce procès le procès des lois scélérates de 1920-1923. Donc ça avait déplacé le sujet de l'affaire vers le débat sur la libération de l'avortement. Donc, encore une fois, l'Humanité, elle, se refuse de nommer l'avorteuse. Elle l'appelle Madame B. Elle parle même d'une malheureuse, alors que Le Monde est quand même très sévère avec l'avorteuse, en soulignant d'ailleurs à plusieurs reprises sa vénalité. Une main secourable, mais vénale. Une femme compréhensive, mais qui ne demande que 1200 francs pour rendre le service attendu. Et puis, elle parle même du profil que l'on connaît aux faiseuses d'anges, le ton géniard et la repentance outrée. Alors ça, je ne sais pas trop, je ne l'explique pas encore, je n'ai pas encore été assez loin. Je vais terminer. Alors, vous le savez, la jeune Marie-Claire sera relaxée. Le 22 novembre 1972, les deux amis de la mère qui ont aidé seront aussi relaxés. La mère, Michel Chevalier, est condamnée à 500 francs d'amende avec sursis, mais l'avorteuse Micheline Bambuc sera condamnée à 1 an de prison, également assortie du sursis. Alors, vous pourriez dire que la peine reste indulgente, mais cela montre quand même que quoi qu'il se passe, même si le drame social ici a bien été entendu, eh bien l'acte d'avortement ne peut pas rester impuni. Il faut qu'il soit puni. Je conclurai en disant que, alors je sais pas pourquoi, il y a plein de photos qui sont passées à l'as, qui sont enfuies, c'est pas grave. Alors le droit à l'avortement s'est ensuite invité au sein des débats de la campagne des élections présidentielles de 1974, puisque Valéry Giscard d'Estaing avait promis sa dépénalisation. C'est ce qui a été commencé en 1974, puisque Simone Veil, alors ministre de la Santé, défend ce projet de loi devant le Parlement. Et après de vifs débats, le projet de loi est voté et la loi est promulguée le 17 janvier 1975. L'avortement devient alors l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG que nous connaissons actuellement. Voilà, je vous remercie de votre attention. Ça va, vous n'avez pas trop faim ? Des questions? Il n'y aura pas de questions, ils ont trop faim. Non, mais derrière ce que... Si, des questions. Tu es? Merci. J'ai une question sur la lecture Rétro News et sur un peu pour revenir au début et l'héritage de la fin du 19e. On m'entend bien? Oui, moi je vous entends. C'est que les néo-malthusiens et la politique nataliste, enfin les groupes idéologiques qui sont tous d'accord à ce moment-là, il y a un consensus qui est assez affreux autour de l'eugénisme. Et l'idée que de toute façon on a une obsession avec la lecture darwinienne de l'évolution humaine, de préservation de la race française et de la race biologique. Enfin bref, c'est tout le terreau eugéniste qui lance dans le XXe siècle. Et donc ils sont d'accord sur une chose, c'est qu'à la limite, il y a bien des femmes qu'on veut bien stériliser de force, c'est les femmes des colonies, pour éviter qu'il y ait un espèce de péril démographique qui mettrait à mal la race française.
Et du coup, est-ce que vous avez croisé ça dans les corpus de Retro News? Est-ce que vous avez vu des comparaisons? Parce que pourtant, ça sert quand même de laboratoire pour ensuite établir les lois qu'on connaît du régime de Vichy et des années 20. Et donc, ça part d'abord de ce contrôle des femmes-là, qui durera d'ailleurs bien longtemps après, avec des stérilisations qu'on découvre maintenant dans les années 50, 60 forcées. Oui, est-ce que vous avez vu ces comparaisons-là, ou est-ce qu'elles sont justement complètement tues? Non, parce qu'en fait, quand vous travaillez sur Retro News, c'est assez compliqué. En fait, vous avez des recherches avancées. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé sur tous ces sites. Vous avez des recherches avancées. Donc, en fait, moi, je lance des mots-clés qui sont avortement, affaire de Batignolles. Donc, en fait, ne me ressortent que les articles qui comprennent ces mots-clés. Et donc, je reste essentiellement sur ces affaires. Je peux pas. En plus, moi, je travaille sur la nomination et je fais tout manuellement. Donc, ce qui veut dire, c'est des heures et des heures à s'user les yeux sur l'ordinateur, à relever tous les termes. Et donc, du coup, c'est vrai que je n'ai pas le temps de regarder à côté ce qui se passe. Désolée. D'autres, oui. Donc, tu es... Merci beaucoup pour votre présentation, c'était super intéressant. Je me posais une question par rapport à l'affaire de Batignolles dont vous avez parlé au début. Oui. Donc si j'ai bien compris, il y a une avorteuse et un avorteur. Oui. Vous nous avez parlé surtout de la manière dont on qualifie l'avorteuse, mais assez peu de l'avorteur. Donc est-ce qu'on observe le même florilège des termes? Est-ce que c'est le lexicon les mêmes termes pour le désigner? Alors, c'est en gros, Abélard Fleury était l'amant de l'avorteuse. Hein. C'est elle l'avorteuse. Et en fait, lui servait simplement à aller encaisser les mauvaises payeuses. Je ne sais pas si ça se dit. Et puis en fait, en regardant, d'abord il s'est trouvé une autre maîtresse, un peu plus jeune. Et puis en ayant vécu avec Constance Thomas, il a bien sûr regardé comment elle faisait. Surtout qu'honnêtement, d'après ce que j'ai compris, elle n'a eu que quelques cas de mort, en trop bien sûr, mais en règle générale, elle avait un bon taux de réussite. Hein. C'était une bonne avorteuse. Et lui, du coup, s'est dit, moi, je vais me mettre à mon compte. Et en fait, lui, donc, on a fait aussi quelques avortements. Hein, et c'est pareil. Alors, lui était appelé le beau blond. Il devait être assez beau, en fait. C'était quelqu'un d'assez fringant. Mais dans tous les journaux, vraiment, pareil, hein, on le décrit, mais comme quelqu'un d'hideux, avec des vilaines moustaches, un ton blême. C'est horrible. Là, je n'ai pas les mots sur moi, mais les descriptions sont tout aussi déplorables pour lui aussi. Hein. Non. De ce côté-là, il y a une égalité homme-femme, ça, il n'y a pas de problème. Les hommes ont été aussi bien servis que la pauvre avorteuse. Et puis en plus, ils buvaient. Enfin bon, c'était... on s'en donne à cœur joie. Le gendre idéal. Et c'était le beau blond. Ah ben oui, qu'est-ce que tu veux, voilà. Ça aide. Hein. Est-ce que vous avez d'autres observations? Ah oui. Sophie veut dire quelque chose ou pas? Non. Oui, Alima, un mot. Je connaissais pas toute l'histoire. De Constance Thomas? Oui, de Constance Thomas. Ah, la mort aux gosses. Moi, c'est tout de suite. J'avais entendu. Voilà, parce que je n'ai pas dit, mais c'est vrai que les plupart des avorteuses, moi, c'est sur ce point de départ, hein, c'était les tricoteuses. D'ailleurs, Simone Veil, je crois qu'on l'a appelée la tricoteuse de la République. Hein, mais c'était les tricoteuses, les industrieuses, les faiseuses d'anges. Et la mort aux gosses, quand je suis tombée sur le thème de la mort aux gosses, j'ai trouvé je trouvais ça génial, quoi. La mort aux gosses, voilà. Ouais. Non, si. Les aiguilles. Oui, ça je connaissais, mais la mort gosse, non. C'est affreux ça. Oui, parce qu'il y a des descriptions. Alors parce que moi je me suis amusée aussi à voir comment étaient aussi nommés les fœtus. Alors, tout est expliqué. Alors, c'est extraordinaire parce qu'en fait, la presse du 19e siècle était beaucoup plus prolixe que la presse du 20e. Nous, on est très propre, on n'ose pas raconter. Mais alors là, tout est raconté. Comment on récupère la masse sanguinolente, comment Abélard Fleury est allé la mettre dans un pot, est allé mettre cette masse dans un pot de fleurs qu'il a amené au cimetière, ou alors comment il a jeté ça dans les égouts. Non, mais tout est expliqué. Mais allez lire. C'est extraordinaire. C'est un roman... Non, franchement, je ne devrais pas avoir cet air aussi
intéressée et réjouie. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ça extraordinaire. La prose de la presse du 19e siècle est passionnante par rapport à ça. Quand on écoute et quand on lit ce qu'écrivent les médias, je comprends qu'on utilise les termes comme crime, comme voilà, parce que les médias ont quand même une sacrée responsabilité là, une fois de plus, quoi. Voilà, alors c'est toujours pareil. C'est un cercle vicieux, vous connaissez, hein ? C'est un cercle vicieux. Qui de l'œuf ou de... Oui, parce qu'à ta gauche, t'as un média. Donc attention à tes abattis. Voilà, je vous remercie. On vous remercie. Merci Joël.